Bon, mes chers camarades, vous êtes très nombreux et très serrés. Vous êtes très serrés parce qu'il pleut dehors, je le sais bien. Merci à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais vous dire combien ça me recharge les batteries, toute votre amitié, toute la gentillesse dont vous m'entourez dans cette fête de l'humanité, qui est pour nous tous un grand moment de fraternité, et j'espère que vous le ressentez tous comme je le ressens moi à cet instant. Merci de grand cœur. Camarades, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs de la fête de l'humanité qui nous permettent d'avoir cette belle rencontre. Et en particulier à nous, le parti de gauche, de tenir ce stand, et à mes camarades du parti de gauche qui me donnent chaque année la parole en appelant ça carte blanche parce qu'ils ont préféré renoncer à contrôler ce que je vais dire. Et que c'est leur manière de marquer que, ma foi, ça les engage aussi longtemps qu'ils sont d'accord. Hein. Mais pour le reste, non. Et c'est bien que ce soit cette relation libre. Elle me libère moi-même dans mon expression. À chacune de ces occasions, à la fête de l'UMA, nous avons pris de la hauteur. Je me suis exprimé sur la période politique que nous vivons, sur les tâches qui sont celles de la révolution citoyenne, de la place singulière du front de gauche, dans cette perspective historique qui non seulement concerne notre pays, la France, mais également toute l'Europe, dans un processus qui a commencé à embraser le monde depuis l'Amérique latine et se retrouve dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nouveau de la question de l'Europe et de la bataille particulière que nous allons avoir à mener cette année. Non pas pour vous parler de la campagne électorale, ça sera toujours... le moment viendra bien assez tôt d'en parler, mais pour essayer de bien se comprendre sur les enjeux politiques que nous allons affronter à cette occasion et les objectifs que nous nous donnons. Cependant, ce serait bien abstrait si je n'intégrais pas, dès le commencement, une note d'actualité. Elle sera double, camarades. La première concerne le fait que le président de la République, François Hollande, va s'exprimer dimanche soir et les commentateurs me demandent ce que j'en attends. Rien, bien sûr, mais s'il fallait en attendre quelque chose, je voudrais vous dire maintenant quoi. La France doit renoncer à l'attitude belliqueuse qu'elle a adoptée de va-t-en-guerre. La guerre n'est pas la solution. La guerre est le problème. Notre pays a, de manière tout à fait incroyable, rompu avec ses traditions diplomatiques les plus constantes, qui lui donnaient une place singulière, celle qu'il avait d'abord établie lorsque, organisant sa propre défense indépendante, il avait posé ce fait que nous étions équipés pour répondre à toutes les menaces, tous azimuts. C'était sous le général de Gaulle, à l'époque du monde de Yalta, lorsqu'il y avait les deux blocs, l'Est et l'Ouest, le camp dit socialiste et celui que dirigeaient les États-Unis d'Amérique. C'est vous dire qu'à cette époque, qui était particulièrement peu propice à affirmer une voix singulière et particulière, la France le faisait. Alors aujourd'hui, où le monde n'est menacé que par l'unilatéralisme, c'est-à-dire par la domination des États-Unis d'Amérique en tout et pour tout, est-ce qu'on peut régler ça correctement? Parce que c'est insupportable. Et le camarade, il fait ce qu'il peut, hein, mais c'est très pénible. Donc, disais-je, nous sommes menacés par une seule et unique chose, l'unilatéralisme qui fait que les États-Unis d'Amérique, qui sont sortis de la période de la guerre froide en se sentant les vainqueurs de cette période, ont décidé aussitôt de créer ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial sous leur domination, qui a commencé par la guerre prétexte d'Irak, dont vous pouvez aujourd'hui mesurer les conséquences totalement désastreuses. 1 millier de morts pendant le seul mois de juillet dans les attentats qui ont eu lieu dans ce pays. 1 millier de morts, sans que personne ne s'en soucie.
une dislocation quasi totale de l'État, une confusion extrême dans toute la région, une explosion des frontières entre les différents pays riverains qui font qu'en définitive, plus personne ne contrôle rien. Et sur place, maintenus en permanence des effectifs de troupes régulières de l'armée nord-américaine, plus les mercenaires que cet État entretient. Et si l'exemple de l'Irak ne suffisait pas, on pourrait se tourner avec le même avantage dans l'examen de la situation de l'Afghanistan, où, paraît-il, on était allé rétablir les droits démocratiques, et en particulier ceux des femmes, et où l'on finit, après 10 années d'occupation, sans avoir rien réglé, mais par contre, accepter une constitution qui introduit la loi religieuse et rétablit tout ce qu'on prétendait être venu combattre. Voilà les bilans de ces 2 interventions militaires. Intervenir en Syrie déchaînerait la Libye de même. La Libye, exemple pitoyable, où non seulement on a fait exploser l'État, mais on a créé sur place une situation d'anarchie qui est en réalité une partition ethnique et quasi citadine de ce pays, propageant des armes dans toute la région, ce qui montre, dans le cas de la Libye, et je remercie qu'on m'ait interrompu sur ce point, qu'il ne faut faire aucune confiance aux promesses qui nous sont faites par les Nord-Américains. Car comme député européen, à la suite du vote de la Russie et de la Chine, qui en toutes circonstances s'étaient opposés aux ingérences, et dans cette circonstance particulière, avait adopté la résolution prévoyant l'interdiction du survol de certaines zones de la Libye. Nous avons cru à la parole donnée. Et cette interdiction, loin d'être une interdiction de survol, s'est immédiatement transformée, contre le vote et le droit international, en une intervention militaire qui a abouti au résultat désastreux que vous connaissez. Bref, François Hollande va s'exprimer dimanche soir. Il est temps pour lui de cesser avec cette attitude à laquelle personne ne peut comprendre que la France soit identifiée. Je demande quel est ce spectacle absolument inacceptable de voir John Kerry dans les jardins de l'Élysée participer à cette espèce de rassemblement des amis de la démocratie que sont le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont, paraît-il, nos alliés. La France n'a rien à faire dans ce genre de powo. La France ne peut continuer, alors qu'une voie est ouverte qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui règle le motif de guerre qui se trouvait être sur la table, paraît-il, les armes chimiques. Lorsque les Russes ont fait la proposition que ces armes chimiques syriennes soient mises sous contrôle international, la France ne doit pas en rajouter et multiplier les conditions et commencer à mettre le droit, comme elle a voulu le faire avec la résolution proposée par Laurent Fabius, que si telle ou telle condition n'était pas respectée, il y ait intervention militaire, ce qui revenait à dire qu'on recommençait avec le cycle qui conduit à la guerre. La France ne doit plus avoir cette attitude. Et le président François Hollande doit renoncer à sa candidature de premier caniche des États-Unis d'Amérique. Poste qui était autrefois occupé par M. Tony Blair. Si je le dis, c'est en conscience. La première décision qu'a prise François Hollande après avoir été élu président de la République, c'est de signer l'accord à Chicago de l'OTAN qui prévoit que la France accepte le système des boucliers antimissiles que les États-Unis d'Amérique se proposent de disséminer dans le monde, menaçant tout le monde. Nous n'avons rien à faire dans ce dispositif. Nous sommes un État souverain, indépendant, c'est le thème que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Et nous ne demandons à personne de s'occuper de notre protection. Camarades, ce point va nécessiter que chacun réfléchisse bien et rentre en lui-même
pour comprendre quels sont les enjeux de l'indépendance et de la souveraineté. J'achève avec mes notices d'actualité. François Hollande doit profiter de l'ouverture qui a été réalisée grâce à la proposition des Russes. Je veux que vous sachiez pourquoi on vous parle sans cesse du fait que depuis 1925, les armes chimiques seraient interdites dans le monde. Ce n'est pas vrai. Après la Première Guerre mondiale, une convention a été signée qui engageait ceux qui la signaient à ne pas utiliser les armes chimiques. Mais cette convention ne prévoyait nullement qu'on ne les produise pas à la preuve. C'est que nous, la diplomatie française, jusqu'en 1993, nous avons travaillé activement en vue d'une nouvelle convention qui a été signée en 1993, qui interdit non seulement d'utiliser les armes chimiques, mais d'en produire, et qui prévoit la destruction des stocks. Voilà ce qui a été décidé en 1993. Et pourquoi on ne vous en parle jamais? De manière à ce que vous restiez dans l'indignation à propos de ces armes chimiques et que vous ne l'appliquiez qu'à la Syrie, sans vous demander pourquoi il a fallu signer en 1993 cette convention et décider de détruire des stocks d'armements chimiques dont l'essentiel est nord-américain et russe. Et 20 ans après, mes camarades, ces stocks ne sont toujours pas finis d'être détruits et une nouvelle rallonge a été demandée par les États-Unis d'Amérique. Voilà la vérité. Voilà la vérité dont il ne faudrait pas parler. Et l'autre aspect de cette vérité, c'est que les États-Unis d'Amérique sont, eux, responsables d'avoir utilisé les armes chimiques contre le Vietnam, d'avoir déversé des tonnes d'agents orange. Si donc on décide là que l'on va détruire les stocks que possède la Syrie, stocks dont nous condamnons l'existence, nous qui sommes partisans du désarmement, à commencer par le désarmement chimique, alors la France doit se porter de nouveau à l'initiative et elle doit demander que tous ceux qui possèdent des armes chimiques dans la région y renoncent et que les stocks soient détruits. C'est-à-dire notamment ceux des Égyptiens, dont l'armée mange dans la main de l'armée nord-américaine et qui n'a pas signé la convention de 1993 prévoyant la destruction des armes chimiques. C'est-à-dire Israël qui a signé cet accord mais qui ne l'a pas ratifié. Il faut donc que tout le Moyen-Orient devienne une zone libre d'armes chimiques. Et cela est possible puisqu'on commence par le précédent syrien. De la même manière qu'il faudrait que cette zone soit une zone libre d'armement nucléaire, ce qui signifie non seulement les armes que possède l'Iran, ou qu'elle se prépare à posséder, ou qu'elle voudrait se proposer de posséder, je le mets au conditionnel, mais également l'armement dont dispose l'État d'Israël. Voilà l'objectif de la paix dans le monde, ça doit être la bataille de la France. Et j'achève sur ce thème. C'est à François Hollande de reprendre la tradition française concernant les armes de destruction massive. En 1993, les Français voulaient que soit ajoutée à la destruction des armes chimiques la destruction des armes bactériologiques. Or, la Convention de 1972 sur le sujet n'a pas pu être introduite dans celle de 1993 parce que les États-Unis d'Amérique refusent les contrôles et la destruction des armes bactériologiques. Il faut que toutes les armes bactériologiques soient détruites, car elles sont d'un épouvantable danger pour l'humanité entière. Et les Nord-Américains ont failli en payer le prix lorsque certains de leurs députés ont reçu, comme vous vous en souvenez, des lettres dans lesquelles il y avait de la poudre d'anthrax, qui était sortie directement des laboratoires où se produisent les armes bactériologiques. Voilà ce qu'ils devraient faire dimanche soir, au lieu d'ajouter des conditions aux conditions pour essayer de provoquer la guerre en Syrie. Et il faut évidemment que tout le monde aille discuter à la table des négociations à Genève II et qu'on arrête de saboter les processus diplomatiques quand ils sont en route parce qu'on veut jouer les gros bras. Voilà ce qu'il doit faire dimanche soir. La France de la paix, la France qui n'est alignée sur personne, la France qui n'est pas le chaouche des États-Unis d'Amérique.